Je vais vous présenter mon travail de mémoire sur l'acquisition des articles définis et indéfinis et des déterminants possessifs français par les apprenants japonophones. Donc, je suis en master 2 l'AOPLE japonais et je suis dirigée pour ce travail par Madame Emforth et Madame Sayar. Et donc, on a voulu approcher la question de l'acquisition à travers la question du poids des contraintes pragmatiques par rapport à celle des contraintes, par rapport à celui des contraintes syntaxiques. Donc, on a relevé deux hypothèses intéressantes, mais qui n'ont pas tout à fait le même avis sur cette question. Donc, d'un côté, il y a l'hypothèse d'interface de Sorace qui prédit qu'en fait, pour tout ce qui est purement syntaxique, ce sera toujours plus facile que ce qui se situe à un niveau d'interface entre syntaxe et sémantique ou syntaxe et pragmatique. Et éventuellement même l'interface syntaxe pragmatique qui serait une interface plus externe poserait même plus de difficultés, ce serait l'endroit le plus sensible. Et d'un autre côté, il y a l'hypothèse de la structure peu profonde avancée par Claassen et Felser, qui dit qu'au contraire, les apprenants ont tendance à s'appuyer sur leurs connaissances pragmatiques. Et donc c'est ça qui va plutôt guider l'acquisition plus que les connaissances syntaxiques. Et donc, c'est pour ça qu'on avait décidé d'étudier à la fois les articles définis et indéfinis et les déterminants possessifs, puisqu'il s'agit de deux catégories syntaxiques absentes du japonais, mais qui n'ont pas les mêmes propriétés pragmatiques. Mais comme le temps de cette présentation est assez limité, je vous propose de juste vous présenter nos résultats par rapport à l'étude de l'acquisition juste des articles définis et indéfinis, en laissant de côté pour l'instant la question des déterminants possessifs. Donc, pour rappeler, donc, le japonais, c'est une langue SOV qui n'a pas d'article, mais quelques déterminants quand même, donc de démonstratifs pour marquer ponctuellement le défini, et certaines expressions ou des classificateurs aussi qui permettent de marquer l'indéfini, mais ce sont des marquages absolument pas obligatoires, et la plupart du temps, c'est l'interprétation complètement contextuelle du défini ou de l'indéfini. Comme c'est une langue avec des postpositions et justement des marqueurs de thèmes et de sujets, il y a parfois dans la littérature, on peut trouver le fait qu'il y aurait des correspondances entre défini et indéfini et le marquage du thème et du sujet. Alors c'est vrai que tous les topics spécifiques seront définis, mais c'est pas le cas que tous les définis sont des topics. Et de manière générale, tous les topics ne sont pas non plus forcément marqués par la particule wa. Donc en fait, ce marquage à l'aide des particules ne correspond pas du tout au marquage systématique qui est fait en français avec les articles. Donc on considère qu'il n'y a pas vraiment en fait de moyens formels en japonais d'exprimer ce que les articles expriment en français. Et donc l'idée, ce serait que ce serait peut-être une fonction pragmatique qui serait un peu moins pertinente pour les Japonais. Et donc en français, on a regardé vraiment qu'est-ce que c'est cette fonction. Et déjà, les articles sont vraiment classés selon juste le trait défini et indéfini, et non pas selon la spécificité, ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'équivalence entre la fin et le marquage du spécifique ou du générique. Les deux peuvent être présents dans les deux contextes. Donc, du coup, on a choisi de se concentrer uniquement sur les contextes spécifiques pour vraiment regarder la différence défini-indéfini. Donc, le défini, c'est la présupposition existentielle d'unicité, ce qui veut dire qu'on a un référent qui est présupposé unique et identifiable, parce qu'il fait partie des connaissances partagées entre le locuteur et l'interlocuteur. Et le défini, en fait, l'indéfini, pardon, c'est exactement le contraire. Le référent n'est pas identifiable parce qu'on ne doit pas s'appuyer sur les connaissances partagées pour retrouver la référence. Elle n'est pas du tout présupposée. Et donc, vraiment, ce serait l'idée que les articles servent à marquer justement cette identifiabilité ou cette accessibilité du référent, et qui n'est pas systématique en japonais. Et donc, en ce qui concerne véritablement les hypothèses très spécifiques pour l'acquisition des articles par les apprenants japonais, on a d'un côté donc l'hypothèse de la flexion manquante en surface, qui suppose que les contraintes pragmatiques sont connues, mais c'est au moment de leur marquage en langue cible qu'il va y avoir des problèmes, parce qu'on se retrouve là en une interface, et que comme les articles encodent à la fois aussi le genre, le nombre, en plus de la définitude, il y a une surcharge computationnelle qui fait que l'apprenant va peut-être correctement marquer l'un des traits, mais pas forcément les trois à chaque fois, ce qui explique du coup les erreurs. Et d'un autre côté, il y a l'hypothèse avancée par Granger, qu'elle nomme hypothèse sémantico-pragmatique, qui dit que finalement non, la propriété pragmatique des articles n'est pas si pertinente que ça en japonais, et que justement ce serait plutôt quand on connaît les propriétés pragmatiques en langue source qu'on a plus de facilité à les réaliser en langue cible, et comme là c'est pas le cas pour les articles, ça devrait être plus difficile
à cause de mes connaissances des propriétés pragmatiques. Donc, on a décidé de faire déplacer des expériences pour vérifier ces hypothèses-là. Et donc, dans un premier temps, pour vraiment toujours dans l'angle des connaissances pragmatiques, on a décidé de faire en sorte de réduire le poids computationnel, justement, donc en utilisant que des contextes spécifiques et singuliers, et en ne proposant que des choix d'articles qui sont déjà genrés, pour que vraiment les apprenants aient à choisir qu'en fonction du trait défini indéfini, et que cette expérience se passe à l'écrit sans contrainte temporelle. Donc, normalement, on devrait réduire au maximum le poids computationnel. Et d'un autre côté, on fait varier en fait le critère d'accessibilité, d'identifiabilité, donc la contrainte pragmatique qui va dire que le référent est défini. On l'a fait varier pour voir si les apprenants sont toujours sensibles à ces différentes contraintes. Et donc en fait, on a décidé d'établir l'anaphore et donc de varier le type d'anaphore. Donc ça, c'est la première partie de notre étude sur justement l'acquisition de l'article défini par rapport à l'article indéfini. Et comme on voulait faire une expérience à choix forcé, on a d'abord fait une expérience de normalisation avec des jugements d'acceptabilité auprès de locuteurs francophones pour être sûr que nos contextes demandaient vraiment un seul choix, pour après pouvoir comparer le choix des francophones avec celui des apprenants avancés et voir si jamais il y a des différences, est-ce que ces différences peuvent s'expliquer par justement la différence de critères dans l'établissement de la référence. Donc, le critère pour la condition définie, c'était l'anaphore, mais à chaque fois, on a fait 3 anaphores différentes. Donc, on faisait une anaphore fidèle où on reprend exactement les mêmes termes, l'anaphore infidèle où on reprend un synonyme qui sera toujours moins spécifique. Donc, si on a labrador dans la phrase de contexte, on aura chien dans la phrase cible. Et ensuite, l'anaphore associative, mais toujours avec des relations partie-tout, puisque c'est le type de relations qui sont plus universellement présupposées et qui favorisent beaucoup plus la situation. Et pour l'indéfini, on avait 2 critères. Donc, soit l'unicité n'était pas respectée parce que ça appartenait à un sous-ensemble, soit il n'y avait pas d'anaphore, c'était pas mentionné dans le contexte, donc il n'était pas inférable ou identifiable. Donc, on a créé 10 items pour chaque critère et décliné dans les 2 conditions. Donc, voilà les exemples. Pour l'anaphore fidèle, donc soit on a une seule chanson, normalement il y a l'unicité, donc on devrait favoriser la, ici. Et si c'est plusieurs chansons, il n'y a pas d'unicité. Ensuite, pour l'anaphore infidèle, c'est pareil, on mentionne un doigt spécifiquement qui devrait favoriser le défini. Si c'est la main, donc le doigt appartient à un sous-ensemble, on devrait favoriser l'indéfini. Et pour l'anaphore associative, en général, une salle de bain n'a qu'une seule porte, tandis qu'une maison peut en avoir plusieurs. Et donc, pour les jugements d'acceptabilité, les locuteurs français avaient le choix entre, ils voyaient une des conditions, et après, on leur donnait 2 phrases de continuation avec une condition match où l'article utilisé était l'article attendu et la condition mismatch où normalement l'article qui n'était pas attendu. Et donc, on voulait voir s'ils préféraient effectivement les conditions match par rapport aux conditions mismatch. Et donc, pour nos hypothèses également, on pensait que pour les anaphores infidèles, la différence entre match et mismatch devrait être la plus claire. Il y aurait peut-être ce serait peut-être un peu moins clair pour les anaphores infidèles, puisqu'on utilise des synonymes, et qu'il y aurait encore plus de variabilité pour les anaphores associatives, parce que ça demande beaucoup plus d'inférences pragmatiques. Et donc, c'est effectivement ce qu'on a pu observer. Il y avait une interaction entre la condition de la phrase de contexte et l'article utilisé dans la phrase de continuation, donc ils préféraient sensiblement les conditions match par rapport aux conditions mismatch. Mais c'était d'ailleurs plus clair lorsque la condition attendue était l'article défini. Et donc c'est quelque chose qu'on observe également pour les anaphores fidèles. C'est même très très clair que c'est la condition définie qui est préférée. C'est aussi le cas pour les anaphores associatives. C'est plus clair la différence pour la condition définie, même si là on voit aussi que c'est un peu plus rapproché. Et pour l'anaphore infidèle, c'est toujours pareil, ils préfèrent toujours la condition match, mais c'est plus clair dans la condition indéfinie. Donc, de manière générale, on a réussi à trouver que nos items étaient utilisables pour un jugement, un choix, une expérience choix forcé, parce qu'ils préféraient quand même les conditions match aux conditions mismatch, et que c'était beaucoup plus clair dans les contextes définis pour les anaphores fidèles et associatives, et dans les contextes indéfinis pour les anaphores infidèles. Donc, on s'attend à peu près à retrouver ces différences dans l'expérience closed task, au moins pour les francophones, et peut-être avec des modulations pour les apprenants.
Donc, on a fait cette expérience en ligne sur Idexfarm et on a réussi à recruter 18 monolingues francophones, mais seulement 10 apprenants avancés japonais. Donc, on a eu beaucoup de difficultés à trouver des sujets qui acceptaient de passer l'expérience. L'objectif au départ, c'était d'observer la différence entre les apprenants intermédiaires et avancés, mais les difficultés déjà de recruter en France à cause des conditions sanitaires dans les universités et les étudiants, et même au Japon, il y a beaucoup moins d'étudiants qui sont prêts à passer des expériences. Donc, du coup, on se retrouve avec un nombre assez limité d'apprenants qui sont tous de niveau à peu près homogène et déjà très avancés. La plupart, donc la grande majorité d'entre eux vit en France et la plupart pour des séjours, vous voyez, assez importants, jusqu'à 26 ans et en moyenne 10 ans, donc plusieurs années en France. Donc, ils ont vraiment un très bon niveau, mais c'est quand même intéressant de voir si, même à un niveau avancé, est-ce qu'ils ont une compétence quasi native ou pas. Et donc, nos hypothèses, donc c'est, comme je l'ai dit, les réponses des francophones devraient refléter celles des expériences de normalisation. Donc, le choix défini serait plus clair pour les anaphores fidèles et associatives, et à l'inverse, le choix indéfini serait plus clair pour anaphores infidèles. Après, pour les apprenants, donc soit leur maîtrise est tout à fait semblable à celle des natifs, donc la maîtrise des contraintes pragmatiques est entière et complète. Ou alors, ils maîtrisent très bien dans le cas d'anaphores fidèles et infidèles, c'est-à-dire dans le cas où le référent est retrouvable dans le contexte, mais un peu moins dans le cas d'anaphores associatives, c'est-à-dire quand le référent doit être inféré du contexte. Donc, ce serait une maîtrise un peu plus superficielle. Et donc, tout d'abord, on observe que les apprenants ont une très très bonne compétence. Donc là, on voit le taux de réponse attendu pour chaque type d'anaphore en comparaison des deux groupes. Donc, on voit que les apprenants japonais ont une très bonne compétence, même s'il y a une légère tendance à ce que les Français réussissent un peu mieux. Mais après, quand on fait des analyses pour juste le groupe de japonais, on voit qu'ils réussissent moins bien dans les cas d'anaphore associative par rapport au cas d'anaphore fidèle ou infidèle. Ensuite, on a regardé l'effet pour la définitude. Donc, il n'y a pas d'effet pour les Français, mais il y aurait peut-être une préférence pour l'article défini pour les apprenants japonais. Et quand on compare vraiment pour chaque type d'anaphore et dans chaque condition le taux de réponse attendu pour les deux groupes, on voit déjà que les Japonais, il y a les mêmes tendances pour les Japonais et pour les Français. Par exemple, il y a cette même préférence pour l'indéfini dans les infidèles qu'on retrouve chez les Français et chez les Japonais. Donc, c'est sensiblement les mêmes tendances, mais c'est vrai que un peu moins bien réussi pour les anaphores associatifs pour les Japonais. Donc, en fait, on a, comme la deuxième hypothèse le prédisait, on a une maîtrise quasi native dans les cas où le référent est retrouvable, mais moins bien quand le référent doit être inféré. Donc, ça voudrait dire que ce ne sont pas toutes les propriétés pragmatiques qui sont maîtrisées, mais seulement certaines. Et donc, ça ne permet pas non plus de trancher clairement entre les différentes théories, de savoir si est-ce que les contraintes pragmatiques, ça aide beaucoup ou ça aide pas, ou c'est bien connu ou c'est pas connu. C'est un peu des deux. Et donc, ce qu'on peut très clairement dire, c'est que là, on a des apprenants très avancés, donc ils font pas du tout une utilisation aléatoire des articles, mais que quand même, il reste encore quelques endroits où c'est pas complètement maîtrisé. Et donc, on propose de voir l'interlangue des apprenants comme un système de contraintes et qui se distingue en fait par qui ont des poids, et que ce système-là se distinguerait du système de celui des natifs. Et donc, par exemple, les contraintes qu'on a pu observer qui existent pour tout le monde, ce serait le référent est retrouvable dans le contexte. Et ça, cette contrainte-là, elle a l'air d'avoir un point équivalent pour les francophones comme pour les apprenants avancés de notre étude. Mais la contrainte qui dit que le référent doit être inférable dans le contexte pour utiliser le défini, elle a l'air d'être un peu moins forte pour les apprenants japonais, en tout cas ici. Et peut-être qu'éventuellement, il y aurait aussi une contrainte qui serait très faible pour les francophones, mais peut-être qui existerait chez les Japonais, qui est d'utiliser le défini par défaut. Donc, pour pouvoir continuer avec cette recherche, on aimerait vraiment continuer et en augmentant la base de données, donc avec des études de corpus, en faisant passer plus d'expériences et en essayant de recruter plus de sujets. Et dans ce cas-là, s'intéresser plutôt à l'acquisition de l'anglais, des articles en anglais, puisque une des difficultés ici pour trouver des participants, c'est qu'il fallait qu'ils parlent français. Et il y a plus de Japonais qui parlent anglais.
Et après, ce qu'on propose, ce serait en fait pour faire, après en augmentant cette base de données, à partir de là, modéliser les contraintes sur la base des modèles proposés par Harmonic Grammar ou Gradient Symbolic Computation, qui propose en fait de donner un poids à chaque contrainte et de le faire à la fois pour les apprenants et pour les locuteurs natifs, et de comparer le poids de chaque contrainte dans chaque grammaire interne. Merci beaucoup pour votre attention. Merci.